toujours demander pardon aux Congolais, par exemple, pour ce passé fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez pardon? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction de Jaï Bandi au fur et à mesure que Ndambu a rapport Isaac Obima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, ça y est, la caisse à l'État. Ah, mais Nazali gouverneur wa Yambo, Oyatiki Bilembo, les signes visibles. Qui dollar les mata, talo na ngozo mata et que mon a vu sur les kita. Banque centrale Aza Nambela Yakubimisa Ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mon a vu sur les mata. Bienvenue à ce nouveau numéro de À votre avis sur votre chaîne. Merci encore une fois de nous être fidèles. Ce numéro reçoit pour vous Chris Mukendi, qui est cadre au sein de l'AFDC, un parti politique ici en République démocratique du Congo. Il est secrétaire national adjoint chargé de la propagande au sein de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Mais Chris Mukendi est également communicateur au sein de cette structure qui réunit pratiquement tous les communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Mukendi, bonjour. Bonjour très cher Jacques, merci pour l'invitation. Et je profite de votre micro pour saluer les DG de la chaîne, mais aussi les nombreux téléspectateurs qui auront le privilège de nous suivre à travers cette émission. Alors, quelle est la santé de la FDC? L'AFDC se porte très bien. Vous savez que 2022, pour nous, c'est une année préélectorale. Et nous sommes en pleine itinérance comme parti politique pour redynamiser nos structures du parti à la base. De ces faits, il y a le secrétaire général du parti qui est en train de faire le tour de la République. Il vient d'être tout récemment dans les Congo central où on devrait installer le nouveau président fédéral, mais aussi redynamiser les partis. Et voilà, donc tous les autres acteurs majeurs du parti sont sur terrain pour pouvoir essayer de rallumer encore la flamme en rapport avec ces perspectives qui arrivent à grands pas. Donc, mais aussi, les sénateurs Modeste Bahati, qui est le président du Sénat, se portent très bien aussi. Et il est toujours mieux positionné sur des lignes sacrées. On l'a vu venir en tant que leader pratiquement de l'Union sacrée après le départ de Jean-Marc Kaboun. Mais finalement, avec cette histoire de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, on sent que Modeste Bahati a des sérieux problèmes au sein de l'Union sacrée. Je ne sais pas si c'est une spéculation, mais il faut d'abord rappeler ici que Bahati n'est pas le substitut de Kaboun au sein de l'Union sacrée. Dès la création de l'Union sacrée, il a eu toujours à jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui. Il a été avec les vice-présidents de l'Assemblée nationale, qui était secrétaire général ou président AI de l'UDPS, Kaboun. Donc, étant dynamique la politique, il s'est fait qu'aujourd'hui, Kaboun n'occupe plus cette place stratégique au sein de l'Union sacrée. Mais comme je l'ai dit, Bahati ne joue pas au substitut, il a toujours joué le même rôle. Et nous pensons qu'aujourd'hui... Mais quel est ce rôle? Quel est ce rôle stratégique de Bahati au sein de l'Union sacrée? Non, mais comme vous savez, vous allez vous souvenir que au cours d'un échange, le président de la République avait dit clairement, il avait demandé clairement à Modeste Bahati d'organiser l'Union sacrée. Donc, c'est clairement établi, même si il n'y a pas un document officiel qu'il a désigné pour cette tâche, mais nous remarquons qu'au cours des rencontres de l'Union sacrée, il joue un rôle prépondérant, contrairement à ses amis qui sont aussi qui ont des responsabilités. Je vois aussi à ses côtés le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Voilà. Quand Félix Tshisekedi a désigné Modeste Bahati comme informateur, mais on a formalisé sa désignation. Mais qu'est-ce qui fait que pour l'Union sacrée, on sent que la structuration, l'organisation traîne? Mais voilà, le président de la République ne pouvait pas prendre une ordonnance pour désigner un coordonnateur d'une structure qui juridiquement n'existe pas. Voilà, donc c'est une relation de confiance, c'est une relation ou une organisation, une coalition de fait, comme a existé. Bon,
je crois que les FCC, les caches étaient quand même structurés. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que l'Union sacrée n'est pas structurée de ce point de vue-là. Mais et que sur base... Qu'est-ce qui retarde cette structuration? Non, mais je crois que ce qui a retardé, je crois que c'est des guéguerres en interne. Parce que au départ, nous avions vu que le leadership que le chef de l'État avait voulu au sein de l'Union sacrée, en désignant Modeste Bahati, était contesté par certains, hein, pour ne pas citer Augustin Kabouya, qui se disait certainement que cette responsabilité devait revenir à l'UDPS comme parti phare de l'Union sacrée. Et ça a fait que l'Union sacrée était plongée dans une sorte de léthargie. Parce que Modeste Bahati ne voulait pas engager un bras de fer avec l'ancien président Haït de l'UDPS. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué dans le sens de pouvoir commencer à mettre en œuvre une organisation qui permette que l'Union sacrée s'organise pour espérer remporter haut la main la victoire du président Tshisekedi en 2023. Donc, comme toute organisation, vous savez, les politiques là où ils sont, il y a parfois des déchirements, mais je crois que l'essence de la cohésion où notre volonté à voir le chef de l'État réussir son deuxième mandat est beaucoup plus grande que nos opinions en interne, et ça fera en sorte que finalement l'Union sacrée arrivera à s'organiser. Mais évidemment, on a l'impression que Modeste Bahati ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Mais vous savez, il ne sait pas mettre tout le monde d'accord, ne serait-ce que pour diriger cette structure privée. Non, mais vous savez, il n'y a personne qui fait l'unanimité, même les chefs de l'État jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui continuent à contester les chefs de l'État. Ils disent qu'il n'est pas illégitime. Donc, des contestations en politique, il y en aura toujours. Et nous pensons que c'est des bonnes guerres en politique. On ne va pas mettre tout le monde d'accord, mais il faut mettre le plus grand nombre d'adhérents au sein de l'Union sacrée d'accord sur le choix qui a été porté sur la personne de Modeste Bahati. Donc, nous ne pouvons pas faire taire cette liberté d'expression qu'on peut constater au sein de l'Union sacrée, mais aussi il faut reconnaître que jusque-là, l'Union sacrée n'est pas organisée. Donc je crois qu'il faut partir de là, commencer d'abord à structurer l'Union sacrée, mais aussi finalement désigner les acteurs de l'Union sacrée. Et ça sera fait quand? Mais bon, il revient aux acteurs majeurs de l'Union sacrée de pouvoir définir les timings pour les faire. Ça fait une année que vous existez. Mais aussi, les temps jouent en notre défaveur. C'est comme ça que nous, on avait pris l'initiative, nous déjà communicateurs de l'Union sacrée, pour essayer d'aider nos aînés. Nous nous étions constitués autour d'un collectif pour, comme on dit en lingala, nous sommes dit, bon, ok, les amis, qu'est-ce que nous on peut faire pour aider nos vieux à s'organiser? Commençons d'abord par nous organiser autour d'un collectif de communicateurs de l'Union sacrée, et on va pousser certainement nos aînés à pouvoir aussi arrondir leurs ongles pour le bien de l'Union sacrée. Donc, mais nous avons aussi constaté depuis un temps que des rapprochements se font au sein de l'Union sacrée pour avoir une structure qui permette à ce que cette fonctionnalité ne puisse pas souffrir. D'autant plus que nous avons un bilan à présenter au peuple congolais, mais le bilan doit être canalisé autour d'une structure qui permet à ce que nous puissions avoir tous les éléments nécessaires à apporter devant la population pour dire voilà ce que le président de la République a eu à réaliser dans cette structure qu'on a appelée Union sacrée. Mais aussi, il faut reconnaître ici que les réponses que la population attend du régime ne viendra pas de l'Union sacrée. La réponse devra venir du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a été investi. Le gouvernement de l'Union sacrée. Justement, c'est le gouvernement qui a été investi à l'Assemblée nationale avec un programme qui a été présenté. C'est le gouvernement qui devra apporter des réponses aux questionnements de la population. Je constate que parfois nous contournons les vrais débats à chercher la structuration de l'Union sacrée. J'ai dit l'Union sacrée peut être structurée ou ne pas être structurée, mais les réponses qu'attendent la population viendront du gouvernement de la République. Mais bon, on ne s'est pas dissocié, le gouvernement de la République et l'Union sacrée, d'autant plus que l'Union sacrée aujourd'hui représente cette nouvelle majorité après le divorce FCC-Cash. Donc c'est votre gouvernement avec Sama Lukonde, mais est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur après ces divorces? Est-ce que vous êtes à la hauteur de gérer et pratiquement contenir les défis de la population? Effectivement, vous avez raison. Mais l'Union sacrée, ce n'est pas une institution. L'Union sacrée n'est pas reconnue par notre Constitution comme institution de la République pouvant apporter des solutions aux problèmes des Congolais. C'est un
c'est une coalition, un regroupement mastodonte que nous avons mis en place pour rallonger, pour élargir cette coalition qui pour diriger les Congo de demain. Mais je dis, les réponses devront venir du gouvernement. Et si notre Assemblée nationale, qui est constituée majoritairement des députés de l'Union sacrée, constate qu'il y a des failles au niveau de l'Union sacrée ou des ministres de l'Union sacrée, il revient à l'Assemblée nationale de pouvoir jouer son rôle. Parce que les réponses, comme j'ai dit, en rapport avec les bien-être de la population, sont attendues des institutions. Les réponses ne sont pas attendues de l'organisation ou de la désorganisation de l'Union sacrée. Mais justement, ce gouvernement qui est issu de l'Union sacrée, vous avez toujours défini l'Union sacrée comme la vision du chef de l'État. Je ne sais pas si la définition a évolué dans notre temps. Il y a une autre définition? Non, en fait, c'est que les gens doivent savoir aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion autour de la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État s'est traduite par le programme du gouvernement, qui prend secteur par secteur. Quand le chef de l'État vient avec une vision, cette vision doit être traduite en programme chiffré. Et c'est ce programme qui a été présenté devant les députés nationaux à l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame ou la confusion entre la vision et en réalité... un programme de 15 piliers. Voilà, un programme de 15 piliers. C'est ça la vision du chef de l'État. Comme le chef de l'État n'est pas responsable vis-à-vis, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, le chef de l'État n'est pas redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement, comme nous avons un exécutif bicéphale, c'est le gouvernement qui vient présenter les programmes du chef de l'État ou les programmes du gouvernement, qui en réalité est la vision du chef de l'État devant l'Assemblée nationale. Et vous pensez que ces gouvernements, Sama Lukonde, incarne le mieux cette vision du chef de l'État? Il faut dire que les défis sont énormes. Les défis sont énormes, mais aussi, pour rendre efficace l'action du gouvernement, il y a des mécanismes qui sont prévus au niveau de l'Assemblée nationale, notamment les contrôles parlementaires. Hein? Moi, je dis, c'est vrai, les défis sont là, mais il y a aussi des ministres qui ont failli. Il y a ceux qui pensent que le Premier ministre lui-même, il a failli à sa mission. Il y a ceux qui le pensent. Il y a ceux qui pensent qu'il faut une motion de censure pour faire tomber ces gouvernements au regard des défis qui ont été les nôtres, que pour certains, on n'est pas encore arrivé à aplanir. Donc, je dis, il revient maintenant à l'Assemblée nationale de pouvoir utilement dégager les responsabilités de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi au sein du gouvernement pour rendre plus efficace le programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Mais quelle est votre appréciation, vous en tant que politique, sur l'action gouvernementale justement? Comment vous appréciez ces gouvernements? Il faut dire, il ne faut pas nous mentir à nous-mêmes. Hein. Il ne faut pas faire du populisme parce que nous sommes de l'Union sacrée. Mais il y a ceux qui pensent que le Premier ministre a failli. Il y a de ceux qui les pensent. Hein? Je ne voudrais pas ici, parce que je n'ai pas reçu le mandat de parler au nom de la FDC sur cette question. En tant que politique. Hein? Mais en tant que politique, je peux faire ma propre analyse pour dire, bon, il faut améliorer les choses. Hein? Il faut améliorer les choses parce que le temps n'est pas notre allié. Nous avons un bilan à présenter. Et il faut dire qu'il y a des choses qui ont été faites, des positives, au sein de ce gouvernement qu'il faut saluer. Mais j'ai dit, en rapport avec les défis qui sont les nôtres, il faut encore appuyer sur l'accélérateur. Mais justement, Chris Mukendi, vous êtes, je l'ai dit à l'amorce, vous êtes l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Vous êtes là pour défendre justement les actions, les réalisations du président de la République. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de défendre le pouvoir de Tshisekedi? Je me sens très à l'aise de le défendre jusque-là, en tout cas. Vous savez, cher Jacques, le mandat d'un chef d'État, c'est un mandat de 5 ans. Il faut dire que jusque-là, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Hein. Il y a beaucoup de faiblesses. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faiblesses. Mais je dis, on peut toujours améliorer. Nous pensons que le chef de l'État peut encore faire mieux. Mais il ne faut pas oublier les contextes dans lesquels aussi le chef de l'État a pris les pouvoirs. Nous avons été butés à beaucoup de crises. La plus grande crise, elle est humanitaire. C'est cette crise sanitaire qui a frappé tout le monde entier. On dit que vous avez la logique du bouc émissaire. Non, ce n'est même pas ça. Mais aussi, il faut rappeler que nous avons une économie qui est extravertie, qui ne vit que de l'extérieur. Donc,
lorsque vous avez une économie qui regarde à l'extérieur et que la production intérieure ne suit pas, c'est tout à fait normal que nous puissions connaître une certaine paralysie fonctionnelle au sein des structures de l'État. Mais il faut dire aussi que le chef de l'État a mis à contribution une patrouille qui est menée par l'IGF, une patrouille financière qui permet à ce que la prédation au sein de nos entreprises s'arrête, mais aussi cette patrouille a permis à ce que nous puissions accroître la mobilisation des recettes de notre pays. J'ai dit, les défis sont énormes. Il y a des choses qui ont été faites. Certaines ont été mal faites aussi. D'autres n'ont pas été faites. Mais je dis que on peut encore améliorer notre gouvernance pour apporter du sourire au peuple congolais avant la fin de ce mandat. Mais en dehors des institutions, est-ce qu'en interne, au sein de l'Union sacrée, vous avez de cadres de concertation, de cadres d'évaluation? Il faut dire d'abord que moi je ne participe pas à ces réunions, mais je vois parfois les leaders de l'Union sacrée se retrouver, notamment pour des questions, des enjeux politiques importants. Tout récemment, ils se sont rencontrés pour définir la liste ou les tickets de l'Union sacrée aux élections des gouverneurs. Même bien avant, ils se sont encore rencontrés pour traiter de questions sur la marche de la nation. Et je pense que au cours de ces rencontres-là, ils abordent ce genre de sujets. Hein? Donc voilà, des rencontres auxquelles moi je ne participe pas. Et nous nous référons seulement aux comptes rendus qui nous sont faits par la hiérarchie du parti et aussi sur base des observations que nous-mêmes pouvons constater sur la marche du pays. Mais s'il faudra prendre quelques grands axes, par exemple, en ce qui concerne la pacification de l'Est, comment est-ce que vous évaluez les efforts du gouvernement du régime Tshisekedi? Est-ce qu'on est arrivé ou rien n'est encore fait? Je crois que un des mécanismes qui a aidé le gouvernement de la République à pouvoir pacifier tant soit peu l'Est de la République, c'est l'effet d'avoir, pour le chef de l'État, d'avoir décrété l'état de siège. L'état de siège a produit ses effets, mais aussi l'état de siège a montré quelques faiblesses. Il faut rappeler ici que cette instabilité que nous connaissons à l'Est de la République ne date pas de l'avènement de Tshisekedi. C'est une instabilité qui date de plus de 20 ans. Et je ne peux pas comprendre que pendant 6 mois seulement, que nous puissions éradiquer ces phénomènes. Ce sont des prouesses qu'il faut aussi saluer lorsque aujourd'hui nous voyons nos forces armées récupérer des bastions qui étaient autrefois occupés par des rebelles, des territoires qui étaient autrefois infréquentables. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont regagné ces territoires parce que à l'époque, ils ont été forcés à les quitter. Donc je crois que il faut toujours prendre les choses du bon côté. C'est vrai qu'il y a ceux qui pensent que l'état des sièges a échoué, mais nous avons vu dans l'état des sièges les opérations qui sont menées. Il y a les porte-paroles des opérations militaires qui nous font rapport à travers des réseaux sociaux, mais aussi à travers les médias, des opérations qui sont menées, des opérations d'envergure, hein, des arrestations importantes. Je crois que lorsque vous voyez des rebelles comme les M23 demander un cessez-le-feu, ça veut dire qu'ils ont été confrontés à la puissance de notre armée et qu'à un certain moment, ils ont dit il faut qu'on arrête. Donc, moi, je crois que l'état des sièges jusque-là, c'est vrai, n'a pas permis d'éradiquer totalement l'insécurité ou les tueries, mais ça a permis de réduire aussi sensiblement les massacres à l'Est de la République. Mais il faut aussi, si le gouvernement pense qu'il y a une autre recette à proposer, ils peuvent toujours. Nous avons une Assemblée nationale qui proroge l'état des sièges chaque 15 jours. Nous avons un gouvernement qui évalue l'état des sièges devant la commission de défense. D'ailleurs sur terrain. Voilà, la commission défense. Le Premier ministre est sur terrain pour évaluer aussi, je crois. Voilà, c'est eux qui gouvernent. Ils vont certainement apprécier la continuité de l'état des sièges ou carrément la levée de cet état des sièges qui a été décrété. Et parlons de la reconstruction. L'autre axe, la reconstruction du pays. Et vous pensez que vous avez fait suffisamment? Il y a eu plusieurs programmes. Il y a le programme du président de la République, le programme dit de 100 jours. Il
il y a le programme Tchilégelou, il y a Zéro Trou, ici dans la ville de Kinshasa. En termes de réalisation, vous êtes communicateur de l'Union sacrée, qu'est-ce qui a été fait? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il faut les relever. Mais déjà, lorsque le chef de l'État arrive, il n'y avait pas cette gratuité de l'enseignement de base dans le pays. Ça, c'est un facteur important, parce que priver à un peuple l'éducation, c'est détruire toute une nation. Moi, je crois que on devrait commencer par les débuts. Les débuts, c'est quoi? Les débuts, c'est l'éducation. Et le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'a pas attendu passer 2 ans au pouvoir pour décréter l'état des sièges, décréter la gratuité de l'enseignement qui est consacrée dans la Constitution depuis des années. Donc, c'est un acquis qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État, mais il y a aussi dans plusieurs secteurs de la vie, on a relancé Bukanga Lonzo, le service national a été relancé, la production de notre farine est relancée, les farines sont vendues à moindre frais ici dans le pays, les routes sont construites. Vous pensez à Kanyama Kassese? Kanyama Kassese, notamment. Donc, les routes sont construites ici à Kinshasa et ailleurs. On voit des travaux qui sont exécutés à travers les pays. Il y a les prix des billets d'avion qui ont été réduits sensiblement. Il y a autant de choses qui sont faites, qu'il faut saluer. Quoi qu'il y a plus d'appareils, il n'y a plus d'avions. Non, mais ça, c'est un autre aspect qu'il faut voir. Je crois que le gouvernement de la République est responsable et je crois qu'il faut aussi se focaliser sur cet aspect pour, en tout cas, renchérir le nombre d'avions dans le pays, accroître le nombre d'avions qui permettent à ce que les Congolais se déplacent aisément dans le pays. Donc je crois que c'est déjà envisagé. On avait parlé une fois ici de la création d'une entreprise d'aviation Air Congo. Donc je crois que le projet est encore en cours, mais il faut relever aussi que certains projets ont souffert de beaucoup de détournements aussi. Ça, il faut le relever. Il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Il y a des procès qui devront être menés pour établir des responsabilités aussi. Mais justement, là, ça nous permet de parler de l'autre axe, l'état de droit. Est-ce un slogan ou c'était vraiment un concept qui a un contenu? Quand vous parlez de l'état de droit, certains vous reprochent justement, vous arrêtez, vous interpellez des gens, et puis quelques jours, quelques heures après, ils sont relaxés, ils sont libérés. Le chef de l'État, le 13 décembre, a reconnu la faiblesse que connaît notre appareil judiciaire. Lors de son message à la nation, l'état de la nation du 13 décembre, il a reconnu le travail qui a été fait par l'IGF, mais il a aussi fustigé les comportements de notre justice qu'il a qualifié de mous. Et il a appelé aussi, à travers son message, à des réformes au niveau de l'appareil judiciaire, mais aussi de ses animateurs. Comme vous le savez, nous avons connu dans ce pays une justice qui a été ligotée par la politique qu'a menée M. Kabila. Et à l'avènement du Tshisekedi, cette justice a été déliée. Mais il faut reconnaître aussi qu'elle présente quelques faiblesses. Hein? Il ne faut pas se les nier, mais nous croyons que l'état des droits n'est pas aujourd'hui un concept creux, parce que nous n'avons jamais vu dans ce pays un chef de cabinet du président de la République être devant la barre, être arrêté, être emprisonné, même pas en Afrique, on n'a jamais vécu ça. Je crois que c'est vrai qu'il y a quelques faiblesses, mais il faut dire que l'état de droit, c'est aussi un défi pour nous. L'état des droits, c'est un challenge pour nous. Et je pense que le chef de l'État s'est inscrit sur cette voie-là, de pouvoir amener les Congos dans un état de droit. Mais il faut que cela soit compris aussi par nos amis qui gèrent l'appareil judiciaire, pour qu'ils intériorisent effectivement la vision du chef de l'État. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'état des droits est un contexte, est un concept creux. Je me dis seulement que nous sommes en train de faire notre apprentissage. Nous sommes en train de faire un apprentissage et il faut laisser le temps aussi. C'est un défi que nous devons relever dans le pays. Nous sommes en train de faire notre apprentissage. Est-ce qu'on peut le relier justement à ceux qui disent que vous êtes en train d'effectuer votre stage professionnel au sommet de l'État? Non, je le dis dans le sens où il n'y avait pas de justice dans ces pays. Nous avons connu dans ces pays une justice politique.
qui ne traquait que les opposants. Aujourd'hui déjà, lorsque je vois mes amis de l'opposition qui passent sur les médias traiter et qualifier les chefs de l'État d'incompétents à l'époque de Kabila, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un politique puisse passer sur un plateau, traiter Kabila d'incompétent et de se promener librement dans le pays. Donc aujourd'hui, ça veut dire que l'État de droit est en train de s'installer. Voilà pourquoi je parle de l'apprentissage. Je ne parle pas de l'apprentissage dans la gestion. Je parle de l'apprentissage dans le sens que nous venons d'un pays qui n'avait pas de droit, où la prison était faite simplement pour les opposants. Vous allez encore vous rappeler des cas de prisonniers emblématiques que Kabila a dû même laisser en prison jusqu'à la fin de son mandat, alors qu'il y a eu un accord qui demandait à ce que ces prisonniers soient relaxés. La décrispation. Voilà, la décrispation, ça n'a pas été exécuté. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il commence d'abord par fermer tous les cachots illégaux, les cachots clandestins de l'ANER. Aujourd'hui, lorsque vous apprenez que quelqu'un est à l'ANER, ça veut dire qu'il se trouve dans des bureaux officiels de l'ANER. Aujourd'hui, il n'y a aucun prisonnier politique. Alors, ouvrons... Donc, c'est déjà un bon départ pour l'état de droit. Ouvrons une petite parenthèse là avec le dossier Vital Kamerhe. On sait déjà que la Cour de cassation vient de casser la décision de la Cour d'appel et finalement, les compteurs à zéro maintenant. Kamerhe reviendra devant ses juges avec une nouvelle composition à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors, déjà, certains crient à la relaxation, à l'acquittement de Kamerhe. On voit Kamerhe sortir de sa prison. On dit même que le régime en place avait besoin de Kamerhe, par exemple, pour le contrôle de l'Est de la République. Est-ce que Bahati Lukwebo, qui est également originaire de l'Est du Grand Kivu, se sent-il menacé ou il est à l'aise? Je crois qu'au sein de l'Union sacrée, chaque acteur joue sa partition. Bahati ne peut pas être froissé ou inquiété par la relaxation de Vital Kamerhe, déjà dans la mesure où ils ont été avec Vital Kamerhe dans cette coalition FCC Cash. Personne n'a fait ombrage à l'autre. Donc je ne peux pas. Vital Kamerhe, qui est un père de famille, qui a été considéré toujours par Modeste Bahati comme un frère, parce que vous l'avez dit, ils partagent le même espace géographique. Lorsque Vital Kamerhe a eu des problèmes avec la justice, il y a eu des activités de son parti politique à Bukavu. Notre parti politique, la FDC, a marché aux côtés de l'UNC pour leur témoigner notre solidarité. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'effet que la justice se focalise à nouveau sur le cas Vital Kamerhe, selon les dires, on dit on veut le relaxer, peut inquiéter la FDC. Non, pas du tout. Vital Kamerhe a été libre. L'AFDC dans les Bukavu a sorti, ou dans les Kivu, a sorti plus de députés que l'UNC. Donc, pour nous, Vital Kamerhe ne constitue nullement une menace. Hein? Mais nous voulons simplement que la justice soit dite. Si Kamerhe mérite d'être relaxé et libéré, ben, qu'il en soit ainsi. Nous, on ne peut pas s'interférer dans les dossiers judiciaires, surtout lorsqu'il s'agit d'un compatriote à la dimension de Vital Kamerhe. Alors, parlons du social. Terminons avec ces derniers axes, le social des Congolais. Chris Mukendi, c'est d'ailleurs le grand problème pour la population, le peuple congolais, le social. Aujourd'hui, nous le savons tous qu'il y a pénurie de carburant, il y a un problème, hausse des prix. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de social? Qu'avez-vous fait pour le social du peuple congolais? Vous savez, lorsqu'on parle du social, parfois, nos regards sont directement tournés vers le ventre, c'est vrai. Oui. Parce qu'on dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Je crois que c'est aussi ça aussi, même la pyramide d'Abraham Maslow qui indique les besoins fondamentaux, c'est d'abord des besoins physiologiques. Mais aussi, il faut rappeler ici que le social, c'est pas seulement la nourriture. C'est vrai, on veut que le pays puisse produire pour permettre aux Congolais de manger, de chasser la malnutrition qu'il y a dans les Kasaï et partout au Congo. Mais le social, c'est aussi la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, on ne met pas l'emphase sur cet aspect social. Lorsque un parent scolarise 3 enfants et qu'au cours d'une année, devait payer les Minerval de $750 et qu'il n'a rien payé pendant
toute l'année scolaire, c'est aussi ça les sociales. Mais seulement, notre orientation du social n'est pas celui-là. Celle-là, pardon. Donc je dis, le chef de l'État a eu à reconnaître aussi, le 13 décembre, devant les deux chambres réunies en congrès, que du côté social, il y avait encore des efforts à fournir. Que les fonctionnaires congolais n'arrivaient pas à nouer les débuts du mois. Il a reconnu qu'il y a la misère dans le pays. Ce n'est pas moi qui viendrai ici contredire les chefs de l'État, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire. Mais aussi, il faut rappeler, la crise actuelle, elle est mondiale. J'entends les gens dire, il y a hausse des prix sur les marchés, c'est vrai. Mais c'est une situation aussi qui est mondiale. Mais il faut d'abord que nous puissions, nous Congolais, nous tourner vers la production intérieure. Il faut que nous puissions continuer. Il faut que nous puissions nous mettre au travail. Mais en le disant, Chris Mukendi, nous avons une économie extravertie. Vous vous adressez à qui? Vous interpellez qui exactement? Parce que vous faites partie de la famille qui gère maintenant le Congo. Vous savez, dans des États aussi normaux, c'est pas toujours l'État qui crée les entreprises, mais l'État crée un environnement qui permet à ce que les secteurs privés puissent émerger dans le pays. Lorsque nous parlons de l'agriculture, c'est vrai, il y a eu un projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui était un projet de l'État. On peut multiplier ce genre de projets. Mais lorsque nous parlons du social, c'est aussi les secteurs privés. Et l'État devrait mettre simplement, permettre à ce qu'il y ait harmonisation du climat des affaires dans les pays pour permettre à ce que les investisseurs viennent pour investir dans ces secteurs-là. L'État ne peut que, comme j'ai dit, rendre paisible ces climats. Hein? C'est comme ça qu'on parle tous les jours de l'harmonisation du climat des affaires. L'harmonisation du climat des affaires, c'est pour permettre aux Congolais qui ont beaucoup d'argent aussi. Nous avons dans ces pays des Congolais qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'investissent pas leur argent dans les secteurs producteurs, dans le secteur de l'agriculture. Mais moi, j'ai dit, il y a une part que l'État congolais devrait jouer, c'est l'accompagnement aussi. Mais on peut toujours prendre des initiatives comme celle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, dupliquer cette activité à travers toute la République. Nous avons quand même un pays qui a 80 millions de terres arables. Donc je crois que le gouvernement... 4 années après, aucune initiative n'a été prise. Non, mais on a parlé de Bukangalonzo ici, qui a été relancé une partie. On a parlé de Kanyamaka CC aussi. Hein? Mais je crois que, comme je l'ai dit, les défis sont énormes. Hein? Et tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Et le gouvernement devrait, à travers des lois, à travers certains mécanismes, hein, donner des avantages au secteur privé pour permettre à ce que ceux qui investissent dans ces secteurs-là puissent être allégés avec des taxes, avec des impôts, avec des exonérations qui permettent à ce qu'ils puissent participer à la production intérieure. Mais quand vous évaluez les régimes, quand vous parlez du régime, Chris Mukendi, je sens que vous portez trop de gants, je vous sens timide un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous prêt à assumer les bilans finalement? Ou vous vous réservez déjà avant la fin? Je crois que c'est malhonnête de pouvoir accompagner un chef d'État pendant 5 ans, mais de refuser d'assumer son mandat. C'est très malhonnête. Hein? Je crois que l'FDC n'est pas inscrit dans cette démarche-là, de pouvoir se rétracter, de pouvoir nier le fait que nous avons été avec les chefs de l'État pendant tous les mandats. Mais je dis que les défis sont énormes. Et que le gouvernement de la République ou le chef de l'État a montré sa volonté à pouvoir sortir le pays du trou, et nous l'accompagnons. Et à la fin du mandat, nous allons assumer notre participation au gouvernement, mais aussi dans toutes les institutions de la République. Petit scénario, si le chef de l'État vous consultez, vous, AFDC, en tant que partenaire politique, suis-je à la hauteur de ma tâche en tant que chef de l'État? Est-ce que je peux revenir pour un deuxième mandat? Quel sera votre conseil? Vous direz quoi? Déjà, nous l'avons conseillé pour le deuxième mandat, et puis nous l'avons plébiscité comme notre candidat en 2023. Mais aussi, c'est parce que la Constitution lui donne ce droit pour un second mandat. Mais il reviendra au peuple congolais aussi
de décider sur le sort du président de la République. Si nous prévalons déjà l'effet que Félix a déjà gagné les élections en 2023, ça veut dire que nous avons déjà préparé une CENI qui va nous accompagner. Pas du tout. Mais seulement, j'ai dit, c'est que personnellement, ça c'est pas la FDC, c'est Chris Mukendi. Ce que moi je reproche au chef de l'État, c'est le fait qu'il ne sanctionne pas non plus. Lorsqu'il a fait le tour du Kasaï, sanctionner qui? Lorsqu'il a fait le tour du Kasaï, il est revenu, il a dit qu'il devait sanctionner. Il n'y a pas de sanction. Mais la deuxième chose aussi, c'est que le chef de l'État a rompu avec la coalition FCC Cash, mais jusqu'aujourd'hui, à la tête des entreprises publiques, il y a encore les kabylistes qui continuent à travailler. Voilà, je ne peux pas comprendre qu'il ait mis fin à une coalition, il a créé une nouvelle coalition au pouvoir qui s'appelle l'Union Sacrée, et qu'à la tête de ces institutions se trouve jusqu'aujourd'hui, à la veille de la fin du mandat, il y a encore des personnes qui ne partagent pas sa vision à la tête des institutions, à la Régie des eaux, à la SNEL et partout ailleurs, même au niveau de la territoriale. Je ne peux pas comprendre. Donc, si le chef de l'État veut être aidé dans son action, je pense qu'il devrait le faire avec des personnes qui partagent sa vision, qui sont avec lui dans la nouvelle coalition. Et ceux qui pensent que l'ancien président Kabila devrait revenir aux affaires, mais c'est parce que vous êtes inefficace. Indy Omar, il a dit. Hein. Bon, il est libre de le penser, mais est-ce que c'est ça la Constitution de la République? Parce que lorsqu'on réfléchit en dehors des textes, nous tombons dans les fanatismes, simplement. Les textes de la République sont clairs. Il y a des lois qui ont limité le nombre de mandats d'un chef d'État à 2 ans. Kabila a eu à faire ces 2 ans, à moins qu'il n'ait pas achevé son premier mandat. Là, nous sommes dans un contexte où Kabila a fait 2 mandats et la Constitution est claire. Le mandat est de 2 ans, renouvelable. Le mandat est d'1 année, renouvelable une seule fois. Et puis, il y a encore la loi sur les statuts des anciens chefs d'État qui considère Kabila comme un ancien chef d'État, qui n'a pas la possibilité de revenir. Son sort est scellé, il peut. Mais son sort est scellé, il est sénateur à vie, donc voilà. Ça c'est un faux débat, mais il faut dire aussi que c'est un débat qui a été suscité par le fait que notre gouvernance aussi, à un certain moment, a présenté des faiblesses. Ça, il faut le dire. Parce que notre régime était censé faire oublier Kabila de la tête des Congolais, mais le fait qu'il y a eu quelques faiblesses, hein, ça fait que les Congolais, certains, pas tous, surtout les fanatiques, essaye encore de nous rappeler Kabila. Mais à la période de Kabila aussi, certains disaient que Mobutu Zonga. Je crois que c'est toujours comme ça. Lorsque les régimes se succèdent, c'est toujours... on pense voilà, donc on pense au régime précédent, même si Mobutu est mort, pendant le régime de Kabila, les gens disaient Mobutu Fase Kwazon à la Mboga Oyo. Tu vois, c'est un sentiment... c'est pas sociologique, un sentiment naturel, d'un sentiment de quelqu'un qui est insatisfait. Et je crois que ça devrait interpeller, à la place de pouvoir brimer cela, ça devrait nous interpeller pour dire notre action n'a pas été très efficace, il faut améliorer avant la fin du mandat. Alors, l'année prochaine, il y aura élection, en tout cas, s'il faudra respecter les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est important d'aller au dialogue justement pour mettre tout le monde ensemble autour des réformes électorales consensuelles? C'est d'ailleurs le nouveau leader, l'actuel coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Muzito, qui l'a proposé à l'initiative de Félix Tshisekedi. Oui, il accepte que le pouvoir en place puisse convoquer ces dialogues sans arbitrer. Vous pensez qu'on peut se mettre ensemble? Lui, il a proposé Union Sacrée, FCC, la MOUCA, société civile, autour d'une table pour parler réforme. Je crois qu'on doit apprendre la culture démocratique dans ces pays. La démocratie a ses principes qu'il faut que tout le monde observe. Je me dis, mais quelle est l'opportunité d'un dialogue dans le pays alors que nous avons une Assemblée nationale qui a compétence de pouvoir faire des réformes dans le pays? Les réformes, ça ne se fait pas dans un hôtel... soit-il Grand Hôtel à Gombe. Pas du tout. Les réformes, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais je rappelle ici que nos amis qui appellent à ces réformes-là sont députés nationaux, mais ne siègent pas. Ça fait 3 ans que Adolphe Muzito a été élu, mais il ne siège pas à l'Assemblée nationale. Il continue à percevoir tous les avantages des députés nationaux, alors qu'en aucun seul jour,
il est venu à l'Assemblée nationale pour assister à une plénière. Donc, moi je considère que c'est une farce politique. C'est de l'escroquerie politique qu'on ne peut pas soutenir. Moi je crois qu'on doit mettre fin à cette culture que nous voulons crédibiliser de pouvoir à tout moment, dans des régimes, instaurer des dialogues pour favoriser ceux qui sont en dehors des institutions de pouvoir entrer. Apparemment, vous n'êtes pas prêt à partager le pouvoir. Le problème, c'est pas partager les pouvoirs. Le pouvoir, c'est les peuples qui les donnent. À l'Assemblée nationale, le peuple a désigné à qui il donnait le pouvoir. Au niveau de la présidence, le peuple a choisi à qui il donnait le pouvoir. C'est un pouvoir qui n'est pas partagé. Le peuple n'a pas partagé son pouvoir. J'ai dit, Adolphe Muzito a un mandat qu'il n'a pas exercé pendant tout ce temps. Donc c'est quelqu'un qui devrait être normalement invalidé à l'Assemblée nationale. Mais ce sont ces personnes-là qui nous proposent des réformes. Voilà pourquoi j'appelle ça de l'escroquerie politique. Nous avons dans ces pays des gens qui ne peuvent pas survivre dans un environnement démocratique, dans un environnement où le pouvoir s'obtient par les élections. Il y a des gens qui n'attendent que les dialogues pour entrer dans des institutions. Des gens comme des Rouberois, des gens comme des Lissanga Bonganga, que la population a refusé d'accorder un mandat, qui ne trouvent que l'occasion, à travers des dialogues, pour revenir aux affaires. Non, je crois qu'on doit être sportif politiquement. Nous devons apprendre la patience politique, l'alternance que nous avons voulu dans ces pays, les cycles électoraux que nous avons voulu, nous devons apprendre à les respecter. Que ceux qui ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, qu'ils attendent les élections de 2023 pour se proposer, se constituer en une alternative. Si le peuple va leur accorder les mandats, c'est bon. Si le peuple va reconduire Tshisekedi, parce qu'il aura considéré qu'il a eu, tant soit peu, à apporter un peu de solution dans le pays, ils vont les reconduire. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que à chaque moment, on doit avoir des dialogues dans le pays. Félix Tshisekedi a lancé, pardon, cher Jacques, oui. Félix Tshisekedi a lancé, a tendu la main pour la création de l'Union sacrée. Ceux qui avaient décidé de venir, les Jean-Pierre Bemba sont venus, les Moïse Katumbi sont venus. Aujourd'hui, ils ont partagé les pouvoirs. Je ne peux pas comprendre qu'au cours d'une seule mandature, on puisse avoir des dialogues, des consultations. Je crois que ça empêche, en fait, au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Les amis devraient apprendre la patience, attendre 2023. N'est-ce pas, vous êtes dans la logique de ne pas prêter oreille à l'opposition, par exemple. Quand l'opposition dit qu'il faudra se mettre d'accord pour échanger, pour trouver un consensus, où est le mal finalement? Mais j'ai dit les consensus parce qu'il parle des réformes. J'ai rappelé ici que le lieu indiqué pour des réformes, c'est à l'Assemblée nationale. Même Mouzito ne vient pas à l'Assemblée nationale. Voilà déjà un problème. Comment vous pouvez solliciter des réformes? Les réformes se passent à l'Assemblée nationale. Vous avez des propositions, mais vous refusez de les apporter à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'on vienne vers vous à Faden House? Non, mais c'est pas normal. Moi, je dis, j'ai vu Germain Kambinga avec Yves Kissombe aller vers le président de l'Assemblée nationale pour apporter leurs propositions de réforme. Ils n'ont pas demandé un dialogue. J'ai vu mon jeune frère de la DIPRO ici, comment on l'appelle encore, Constant Moutamba, faire des propositions et aller vers l'Assemblée nationale. Tout Congolais qui a une proposition à faire peut aller vers l'Assemblée nationale. Les lieux indiqués pour des réformes, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, si nos amis de la Mouka, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, je vois Ados Ndombasi qui siège là-bas, ils ont Moussetou lui-même, il est député, il n'a qu'à aller siéger, pour une fois au moins. Ados Ndombasi qui ne sait toujours pas prendre la parole, parce qu'avec la modération de Mbrosso, ça pose problème selon lui. Non, mais les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale donnent le pouvoir de la police du débat au président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas trouver des prétextes pour dire lorsqu'on prend la parole, il nous coupe la parole. Oui, on coupe la parole lorsque vous allez au-delà du sujet pour lequel vous devez intervenir. C'est ça même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Alors, voilà. Chris Moukedi, nous sommes arrivés à la fin de ces échanges. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de Modeste Bahati et Matata Pognon? Qu'est-ce qui se passe? En peu de mots. Ben, il n'y a rien à retenir entre les deux parce que il n'y a aucun problème qui oppose les deux. Je crois que Modeste Bahati a eu à rendre publique sa position dans le sens que, en vertu
du principe du parallélisme des formes et des compétences, puisque c'était la Cour qui avait demandé au président du Sénat de pouvoir, ou au bureau du Sénat d'élever les immunités de Matata Ponyo. Il revient à la même Cour de demander au bureau du Sénat, puisque les dossiers de Matata, semble-t-il, ce qu'il a eu à dire dans les médias semblait être vide, mais à la même Cour de demander au Sénat de pouvoir lui restituer ses immunités. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que Mbati ne joue-t-il pas l'hypocrite finalement comme pour déstabiliser, entre guillemets, l'adversaire politique? Je ne pense pas. L'adversaire politique, pour ceux qui prennent Matata Ponyo pour un adversaire politique, je rappelle ici que dans les camps politiques du FCC, il n'avait même pas porté son choix sur lui comme candidat président en 2018. Parce qu'il ne présente aucune menace. Il ne présente aucun ancrage politique dans les pays. Donc, pour nous, nous ne pouvons pas considérer Matata Ponyo comme une menace pour nous. Non, pas du tout. Encore moins Vital Kamerhe, qui est plus populaire que Matata Ponyo. Donc, ça, c'est un faux débat. Je crois que Matata Ponyo joue simplement à la victimisation et à la diabolisation. C'est clair que son dossier se trouve au niveau de la justice. Il revient à cette justice-là, puisque les dossiers restent encore pendants. Il revient à la justice de se déterminer et de demander au bureau du Sénat de restituer de pouvoir recouvrer les mandats les immunités de Matata Ponyo, et il en sera ainsi. Chris Moukeni, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous qui nous avez suivis. Je vous fixe rendez-vous au prochain numéro de À votre avis sur Afrique Média. Merci, au revoir. Un jour demander pardon aux Congolais, par exemple, pour ce passé fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction déjà est bandit au fur et à mesure que Ndambu est rapport Isaac Odima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, zai ko iba mbongo na caisse à l'État. Ah, mais nazali gouverneur wa Yambo, oya tiki bilembo, les signes visibles. Qui dollar ezo mata, talo na ezo mata et que mbongo na biso ezo kita, Banque centrale aza na mbela ya kubimisa ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mbongo na biso e mata. Africa.